Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici présents pour participer à cette conférence. Je me présente, je suis Laurier Turgeon, donc le directeur de l'Institut du patrimoine culturel à l'Université Laval. Et puis, j'aimerais souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à notre invité, Reinhard Pienetz, qui euh, a accepté de lancer cette série de conférences du trimestre d'hiver qui porte sur les patrimoines et les changements climatiques. Alors, c'est pour nous un sujet vraiment important d'actualité parce que de plus en plus, les gens qui travaillent sur le patrimoine, sont sensibles au changement climatique parce que les changements climatiques affectent, touchent, euh, menacent les sites patrimoniaux culturels, mais aussi naturels. De plus en plus, on pense que le patrimoine, enfin les savoir-faire, les patrimoines, disons, surtout immatériels, savoir-faire traditionnels, les savoirs locaux, les connaissances autochtones sur la nature et l'univers peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre ces phénomènes et à aider les populations à s'y adapter. Alors, je souhaite la bienvenue et remercie du fond du cœur Reinhardt, qui est professeur de géographie, rattaché au département de géographie de l'Université Laval. Il donne aussi des cours et puis dirige à l'occasion des étudiants en biologie. Il est à l'Université Laval depuis déjà 1994, membre régulier du Centre d'études nordiques et aussi membre du Centre O. Alors, ces recherches ont porté, c'est des recherches d'une carrière hein, sur le Nord, sur l'article. Il a étudié plus particulièrement les marqueurs biostratigraphiques et géochimiques pour mesurer les changements environnementaux et les sédiments lucustres et fluviaux dans l'Arctique et dans les écosystèmes marins côtiers. Alors, il va nous parler des changements climatiques, comment ces changements climatiques se manifestent dans l'Arctique et les impacts qu'ils ont sur l'environnement, mais aussi sur les humains. Alors, merci encore, Reinhard. Alors, la parole est à toi. Bon, c'est moi qui remercie l'IPAC et je te remercie personnellement, Laurier, pour l'invitation. Je ne savais pas que c'est la première présentation de la série. Je vais essayer de partager l'écran maintenant avec la présentation. J'espère que tout va fonctionner. Est-ce que Oui, vous l'avez à l'écran? Je vais me parfait. cacher On parce voit que très bien, oui. je vais me cacher moi-même parce que j'aime pas me voir lorsque je parle. J'aimerais plutôt être dans une salle de cours que devant un écran, mais de toute manière, j'ai aperçu plusieurs visages connus dans l'auditoire et je vous souhaite la bienvenue. Je vais essayer de suivre euh, la demande de Laurier de faire une présentation très vulgarisée, très simplifiée des manifestations des changements climatiques dans l'Arctique et aussi de montrer beaucoup de photos, d'images du Nord, de l'Arctique, et ça dans le but d'inspirer les jeunes ici, les étudiants et étudiantes, d'explorer cette région fantastique de l'Arctique et aussi de s'engager dans sa sauvegarde et dans sa préservation via peut-être des études futures. Donc, ce serait mon souhait que les jeunes sont inspirés par les photos et vont se lancer dans une carrière de chercheur pour contribuer à la sauvegarde de cette belle région. Et comme vous savez, l'Arctique est une région qui a capté l'imagination des grands explorateurs
depuis des siècles, comme le fondateur du Centre d'études nordiques, Louis-Edmond Hamelin, qui a fondé le Centre d'études nordiques en 1961, et aussi les peintres artistes comme Caspar David Friedrich, ici avec sa fameuse œuvre de la mer de glace, comme vous voyez. Cependant, sous ces dehors sereins se cache un paysage en pleine mutation, témoin de l'un des défis les plus pressants de notre époque, que sont les changements climatiques. Et voilà, vous connaissez tous le scénario des courbes exponentielles, appelé aussi le hockey stick par les chercheurs. Donc, l'atmosphère planétaire qui a subi une hausse faramineuse des concentrations de dioxyde de carbone depuis les débuts de l'ère industrielle, donc vers la fin du 19e siècle aux environs, entraînant une hausse du forçage radiatif et une forte augmentation de la température de surface à l'échelle planétaire. Et les milieux nordiques sont particulièrement affectés par cette augmentation de température, comme vous voyez sur cette figure du globe. Entre 1979 et 2021, l'Arctique a connu une hausse de température près de 4 fois supérieure à celle du reste de la planète. Et c'est ce qu'on appelle l'amplification arctique, principalement dû à la modification rapide de l'albédo et des boucles de rétroaction. L'une des conséquences de cette augmentation fulgurante de la température est la transformation des paysages nordiques avec des effets prononcés sur la banquise, le dégel et la dégradation du pergélisol, la composition et répartition de la végétation, les écosystèmes et les infrastructures du Nord. Ce réchauffement amplifié se poursuivra au cours du présent siècle et se traduira par des pertes de services écosystémiques et perturbations susceptibles d'avoir de graves conséquences sur les organismes et réseaux trophiques arctiques et le bien-être, bien sûr, des peuples et communautés indigènes de l'Arctique. Et ces peuples indigènes de l'Arctique comptent plus de 4 millions de résidents permanents et plus de 40 groupes ethniques différents qui y vivent. Étant une composante importante du système climatique terrestre, tous ces changements majeurs au niveau de l'Arctique ont et auront aussi des répercussions pour l'ensemble de la planète. L'objectif de l'accord de Paris, ce qu'on appelle la COP 21 de 2015, de limiter le réchauffement à plus 1,5 degrés Celsius, devrait se traduire par un réchauffement supérieur à 3 degrés Celsius dans l'Arctique, tandis que le scénario des émissions correspondant à la poursuite des activités habituelles, en anglais on dit le business as usual, ce scénario prévoit plutôt des augmentations de la température de l'Arctique dans la gamme de 8 à 12 degrés Celsius. Les impacts complets d'un tel réchauffement majeur sont difficiles à prévoir. Cependant, ils sont préfigurés par des changements qui sont déjà vécus à travers l'Arctique et dont je vais vous présenter quelques exemples. Ma présentation n'offre qu'un bref survol de l'état des connaissances tirées de récents résultats de recherche menés sur les changements climatiques dans l'Arctique, puis résume les principales implications environnementales et humaines au sein de 5 grands thèmes. Les manifestations des changements climatiques en Arctique au niveau de l'atmosphère, 2 de la cryosphère, 3 de l'hydrosphère, 4 de la biosphère et finalement les conséquences et répercussions pour les peuples indigènes. Ces sphères n'existent pas de manière isolée. Au contraire,
elles interagissent de manière complexe et dépendent les unes des autres pour maintenir l'équilibre délicat de l'écosystème arctique. Par exemple, la biosphère, qui comprend une riche diversité de flore et de faune, incluant les humains, dépend de la stabilité et de l'interconnexion des autres sphères. Les perturbations au niveau de l'atmosphère, cryosphère, hydrosphère, de la litho et biosphère ont un impact direct sur la disponibilité des ressources, les voies de migration et les habitats des diverses espèces. L'équilibre délicat qui maintient la biodiversité unique de l'Arctique est menacé par les changements climatiques qui remodèlent ces systèmes interconnectés. Il est donc essentiel de comprendre l'interaction et l'interdépendance de ces sphères et de leurs composantes pour appréhender les conséquences multiples des changements climatiques dans l'Arctique, dont vous voyez ici une figure. Donc, avec le cercle polaire indiqué. Est-ce que vous voyez mon curseur? Est-ce que je bouge la souris? Oui. Donc, c'est le cercle polaire, voici. Une délimitation climatique, l'isotherme de 10 degrés Celsius en juillet. Cette trajectoire que vous voyez ici, qui ressemble pas mal à celle de la ligne pointillée ici. C'est donc la limite nord des arbres qui suit pas mal près celle de l'isotherme de 10 degrés Celsius au niveau terrestre, bien sûr, alors que nous avons une limite frontière marine arctique au niveau de l'océan Arctique. Les manifestations des changements climatiques en Arctique au niveau de l'atmosphère. L'Arctique est exceptionnellement sensible aux effets des changements climatiques étant donné que neige et glace y sont les principales caractéristiques de l'environnement nordique. Il y a abondance, prédominance des surfaces blanches comme des miroirs qui reflètent la lumière solaire vers l'espace. Et lorsque vous réduisez ces miroirs et diminuez donc la réflexion vers l'espace, et lorsque vous augmentez ainsi l'absorption de l'énergie solaire, vous avez un effet de l'amplification ou de rétroaction positive. Donc, ce sont de petites augmentations de température à travers la fente et le dégel qui peuvent provoquer des changements majeurs liés principalement à des modifications de l'albédo et de la boucle de rétroaction positive. En anglais, on appelle ça positive feedback mechanism et qui provoque une amplification du réchauffement dans ces régions froides, comme vous l'avez vu dans la diapositive que je vous ai montrée. Aux latitudes plus basses, une hausse des températures de 18 à 20 degrés Celsius, par exemple, peut avoir peu d'effets perceptibles, du moins à court terme. Mais un déplacement de la même amplitude de 2 degrés de -1 à +1 degré Celsius peut provoquer une transformation de la glace solide en eau liquide, transformant complètement les paysages et les écosystèmes marins et terrestres. Ces effets de seuil climatique ou point de basculement risquent de déclencher de nombreuses transformations majeures qui sont illustrées de façon dramatique durant chaque saison estivale lorsque l'Arctique traverse sa transition de la fonte des neiges et la débâcle des glaces. Et lors du dégel estival, la région passe à un état qui ressemble et fonctionne d'une manière qui diffère étonnamment de celle de l'hiver. Les principaux mécanismes du réchauffement accéléré de l'Arctique ont été examinés récemment grâce aux observations à partir de l'espace par satellite, révélant un transport atmosphérique accru d'énergie vers le pôle Nord sous forme d'intrusion de masse d'air chaud et humide et qui est un moteur essentiel de l'amplification de l'Arctique. Ce sont donc des
des anticyclones, des systèmes de basse pression qui apportent de plus en plus d'humidité des régions du sud vers les régions nordiques. Le transport accru de chaleur et d'humidité dans l'Arctique contribue à un effet de serre de la vapeur d'eau, provoquant un réchauffement principalement dû aux nuages. Cela a un impact direct et indirect sur le bilan énergétique de la surface par le biais de rétroaction nuage-rayonnement, entraînant un réchauffement de la surface planétaire. Les intrusions d'air chaud et humide et augmentation de précipitations de phase liquide, donc les pluies de plus en plus abondantes à travers l'Arctique, ces eaux liquides accélèrent la fonte des glaces et le cycle de l'eau. Et ce processus est encore accéléré par les microbes pigmentés qui se développent dans l'eau de fonte de surface. Les communautés microbiennes, en combinaison avec le dépôt de suie et d'autres matériaux de poussière et d'aérosols qui sont dus à la combustion incomplète de pétrole, par exemple, de charbon, en combinaison avec ces dépôts de suie et aérosols, en combinaison avec les communautés microbiennes, assombrissent les surfaces de glace et neige et augmentent ainsi l'absorption de l'énergie solaire et produisent et chauffent les eaux de fonte. Les eaux de pluie influencent davantage la glace de mer, par exemple en modifiant l'isolation thermique ou l'albédo de la surface, pouvant déclencher sa fonte hâtive au printemps et en été et sa croissance tardive à l'automne et à l'hiver. Maintenant, un peu un aspect relativement complexe qui concerne l'interaction entre l'atmosphère et les océans, alors que la glace de mer arctique continue de diminuer et que la température des eaux augmente, les changements subséquents dans la disponibilité des nutriments et la chimie des océans peuvent également avoir un impact sur l'abondance et la diversité des espèces de microalgues océaniques, aussi appelées le phytoplancton. Voilà. Le phytoplancton incluant les diatomées que plusieurs personnes étudient dans nos laboratoires du Centre nordique. Et en particulier, on craint que les modifications dans la période et l'étendue des efflorescences du phytoplancton marin pourraient avoir des répercussions importantes sur la production d'autres aérosols, incluant le diméthylsulfure, DMS, dans les régions arctiques. Et ce dernier est un composé organique volatile produit par le phytoplancton marin qui joue un rôle dans la composition chimique de l'atmosphère et qui est connu pour avoir un impact sur le système climatique de la Terre, car il contribue à la formation de nuages et peut ainsi influencer son bilan radiatif. Bel exemple ici pour l'interaction complexe entre l'atmosphère et l'hydrosphère, la croissance et l'abondance du phytoplancton marin, qui est le principal moteur de la production de ce DMS. Et ce phytoplancton marin étant influencé par une série de facteurs environnementaux, notamment la couverture de glace de mer, la température et la chimie de l'eau et la disponibilité de nutriments. Les manifestations des changements climatiques en Arctique au niveau de la cryosphère. Les impacts du réchauffement climatique sont désormais apparents dans tous les environnements contenant de la glace dans l'Arctique et le subarctique. La superficie et le volume de la glace de mer ont diminué de manière constante au cours des dernières décennies. L'étendue totale de la banquise en septembre de l'océan Arctique ayant chuté de 45% au cours des 30 dernières années,
avec plus de 90% de pertes dans certaines régions comme la baie d'Hudson, la mer de Kara et la mer de Tchoukchi au large de la Russie. La perte complète de la glace de mer à l'été est attendue au cours des prochaines décennies, accompagnée d'une augmentation et prolongation des conditions sans glace jusqu'en automne. Ici, la figure vous montre l'incertitude concernant l'évolution des conditions de banquise dans l'océan Arctique. Est-ce que ça va continuer de façon continuelle? Est-ce que ça va suivre une courbe exponentielle ou une extrême courbe exponentielle? Donc, on ne sait pas exactement quel sera le scénario, mais les tendances des enregistrements des dernières années semblent démontrer le pire scénario d'une tendance exponentielle à la diminution. Le sous-marin nucléaire américain en 1999 a démontré de façon spectaculaire l'amercissement de la banquise dans l'océan Arctique. Donc, la perte de la glace de mer est attendue au cours des prochaines décennies, accompagnée d'une augmentation et prolongation des conditions sans glace jusqu'en automne. Les changements physiques rapides qui affectent l'océan Arctique modifient les conditions de croissance des producteurs primaires à la base de la chaîne alimentaire, ce qui entraîne une augmentation des apports en nutriments, une modification des conditions optiques dans la colonne d'eau, avec de nombreux impacts sur les conditions de vie des organismes marins. De nombreuses plateformes de glace de la côte nord du Canada se sont effondrées durant les dernières années, accompagnées de la perte d'écosystèmes lacustres uniques, complexes et leur biote, comme de nombreux lacs épiplateformes. Et les données de surveillance à long terme des régimes de glace des écosystèmes d'eau douce nordiques, par exemple les enregistrements de la phénologie de glace faite par les communautés vivant au bord des rivières et des lacs ou par les stations de recherche, la télédétection par satellite et les prévisions basées sur les modèles ont révélé des changements importants dans la durée et l'épaisseur de la couverture de glace qui sont principalement déterminés par l'augmentation de la température de l'air. De nombreux glaciers, oui, ça c'est ici d'ailleurs la plateforme de glace de Ward Hunt lors de son effondrement et effritement, comme documenté par mon collègue Warwick Vincent. Et ça, c'est donc du jamais vu depuis 1000 ans, cette perte rapide des plateformes localisées au nord, au large de pratiquement attaché à la côte nord du Canada. Et donc, on a assisté ces dernières années à la perte totale de ces plateformes de glace, au détachement et perte. De nombreux glaciers fondent rapidement à travers tout l'Arctique avec de grands écarts entre les régions. Dans l'archipel arctique canadien, des observations à long terme analysant le bilan de masse ont montré que les calottes glaciaires se sont contractées à des taux beaucoup plus rapides au cours des dernières décennies, en particulier dans la région méridionale de l'archipel, notamment sur l'île de Baffin, où les calottes glaciaires de Barnes et Penny ont récemment perdu leur couche protectrice de neige pérenne. Et vous voyez ici une de ces deux calottes glaciaires restantes de l'île de Baffin. Et ces changements
récents dans les caractéristiques de la cryosphère de surface entraînent également une fusion et perte de glace plus rapide des calottes glaciaires et des glaciers du Groenland, qui à elles seules comptent pour environ 43% de l'élévation mondiale du niveau de la mer. Euh, excusez, j'ai ici un problème au niveau des... Yeah, ce sont ici les lacs supraglaciaires que vous voyez ici, encerclés en bas à droite. Et il y a beaucoup de ces lacs supraglaciaires qui se forment sur l'île Bylot. Et ce sont donc les zones les plus sensibles au réchauffement des glaciers. Ce sont ces zones marginales et périphériques des calottes glaciaires. Et les données de télédétection révèlent une expansion rapide de ces lacs supraglaciaires qui redistribuent les eaux de fonte entre la surface et la base de la glace, avec des conséquences largement inconnues pour les systèmes de drainage sous-glaciaire et l'écoulement de la glace. Le problème ici, c'est que lors du retrait rapide des glaciers, ces sources d'eau souterraine constituent une source importante du gaz à effet de serre, du méthane, comme démontré récemment dans les champs de glaciers exposés de l'archipel du Svalbard. Le pergélisol ou le permafrost en anglais est une couche de sol, de roches et de glace qui reste gelée toute l'année, au moins 2 années consécutives, selon la définition exacte, et qui occupe environ un quart des terres exposées de l'hémisphère nord. L'état du pergélisol froid continu de la toundra polaire est caractérisé par une présence importante de sol gelé sous la surface terrestre exposée et qui peut atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. La fissuration par le gel et les polygones de coins de glace sont répandus et les milieux humides pouvant être affectés par la fonte des glaces pour former des lacs thermokarstiques en expansion et également la libération de nutriments et des contaminants. Donc, ce sont des milieux humides qui sont grandement affectés par la fonte des glaces, par le dégel. Et vous voyez ici ces champs de lacs de thermokarst qui se forment dans des dépressions remplies d'eau de fonte. Voilà. Et la formation de ces nombreux lacs soulève beaucoup d'attention pour les chercheurs parce que ces lacs sont sous l'influence du réchauffement climatique de l'Arctique, jouent un rôle déterminant au niveau des libérations de gaz à effet de serre à venir, surtout au niveau du méthane. Il y a beaucoup de matières organiques qui étaient auparavant emprisonnées dans la glace qui est maintenant se trouve à l'état liquide et est soumise à la décomposition bactérienne qui libère les gaz à effet de serre, incluant le méthane. Le comportement et l'ampleur de la fonte du pergélisol des mers épicontinentales de l'océan Arctique sont d'autres variables peu connues qui auront un impact sur les émissions de gaz à effet de serre et le futur bilan de carbone planétaire. Et sur un total de 2,5 millions de kilomètres carrés de pergélisol sous-marin, environ 80% se trouvent sous la mer peu profonde sur le plateau continental au nord et à l'est de la Sibérie et environ 20% au large des côtes de l'Alaska et du Canada. On estime qu'il s'en échappe actuellement entre 3 et 17 millions de tonnes de méthane par année. Alors que les températures mondiales continuent d'augmenter, le pergélisol dégèle de plus en plus rapidement,
ce qui entraîne une panoplie de problèmes environnementaux et sociaux. Et les signes de la fente du pergélisol, comme vous les voyez ici dans l'Arctique, comprennent un effondrement des paysages, l'affaissement des terres, effondrement des infrastructures telles que les bâtiments et les routes et les pipelines, l'effondrement de la côte, bien sûr, aussi, et qui deviennent instables à mesure que le sol sous lequel ils se trouvent dégèle, s'affaisse et se déplace. Voici quelques images spectaculaires des côtes de l'Alaska. Et voilà les menaces pour les infrastructures de gazoducs et de pipelines, surtout en Alaska. Donc, cela peut perturber les infrastructures de transport, comme vous voyez ici, près de Umiwak, et que ça peut nécessiter des réparations coûteuses et même constituer un danger pour la santé et la sécurité humaine. En Alaska, la fonte du pergélisol provoque l'érosion des côtes et menace les habitations et les moyens de subsistance des communautés autochtones. Et avec l'érosion du sol sous leur village, certaines communautés sont obligées de se déplacer à l'intérieur des terres vers des terrains plus élevés. Comme vous le voyez ici, cette lutte éternelle face à la subsidence du terrain et la fente du pergélisol sous le village de Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest. C'est une lutte qui est menée, mais qui sera finalement comme un coup d'épée dans l'eau parce que la mer progresse rapidement et les gens de cette région de Inuvialuit sont déplacés progressivement vers les terres plus éloignées de la côte, donc surtout vers la ville de Inuvik. Les changements apportés au paysage reposant sur le pergélisol peuvent être multiples et dramatiques. La formation de lacs et d'étangs de thermokarst déjà montrés, ainsi que la rupture et l'assèchement soudain et complet de lacs nordiques entraînent des bouleversements de la vie végétale et les habitats de la faune, ainsi que la perte de services écosystémiques. Le pergélisol constitue le fondement de nombreux écosystèmes nordiques, comme vous l'avez ici aussi pour les forêts du Nord, avec les drunken trees qu'on trouve le long des routes de l'Alaska et du Yukon. Et les modifications de l'abondance et de la répartition des milieux aquatiques par rapport aux milieux terrestres peuvent avoir des conséquences considérables pour les espèces qui en dépendent. Alors que vous voyez ici en bas à droite, vous savez que les oies trouvent du refuge sur les lacs du Nord et leur principal prédateur, le renard polaire ou le renard arctique, il a donc plus de facilité de s'attaquer à ses proies, notamment les oies et les œufs. Donc, c'est une perte d'habitat et d'un service écosystémique majeur qui survient lorsque des lacs comme celui-ci se drainent d'une année à l'autre. C'est assez choquant comme chercheur lorsqu'on a étudié un lac. On a se promené sur un bateau pneumatique une année et l'année ou 2 années suivantes, on ne retrouve plus le lac au même endroit. Ça, c'est donc assez dramatique ces changements qui surviennent et cela sur de vastes territoires du Nord canadien. Un de mes collègues, Frédéric Bouchard, qui est parmi nous ici, étudie ces phénomènes. Voilà. Enfin, la libération de gaz à effet de serre par le dégel des couches de pergélisol, tels que le dioxyde de carbone et le méthane,
peut encore aggraver les changements climatiques par une boucle de rétroaction positive qui peut entraîner un réchauffement encore plus important, lequel accélère à son tour le dégel du pergélisol. Les experts estiment que la quantité de carbone stockée dans les masses gelées est presque 2 fois supérieure à la teneur en carbone de l'atmosphère actuelle et que la libération de ces stocks de carbone sous forme de gaz à effet de serre pourrait accélérer les changements climatiques plus rapidement encore que ne le prévoient les modèles climatiques. En l'absence de mesures d'atténuation, on prévoit que les dégagements brusques de méthane associés au dégel du pergélisol causeront des dommages économiques mondiaux se chiffrant à un millier de milliards de dollars. Donc, de graves situations socio-économiques à l'horizon et aussi des scénarios plutôt curieux, grotesques lorsqu'on se promène sur de tels lacs tombés à sec au complet. Et vous avez ici encore une fois une figure, un schéma qui vous montre la succession ici de la perte d'habitat due au dégel du pergélisol au fond, le dégel progressif et finalement le lac se vidange comme une baignoire et tombe à sec complètement, avec toutes les conséquences, bien sûr, pour les oies, surtout les oies en premier lieu, et aussi, bien sûr, pour les invertébrés qui vivent dans les lacs et autres organismes aquatiques. Maintenant, les manifestations des changements climatiques en Arctique au niveau de l'hydrosphère. Le réchauffement de l'Arctique intensifie et accélère le cycle de l'eau dans les paysages et terres du Nord via une augmentation significative du débit des grands fleuves et rivières se drainant dans l'océan Arctique, avec des effets divers d'amortissement et perturbateurs sur la productivité des eaux marines, leur réseau trophique et leur cycle biogéochimique. Par exemple, des incertitudes subsistent sur le devenir de la matière organique accrue au sein de l'océan Arctique et ses voies de transformation, et dont les composantes sont impliquées non seulement dans le cycle global du carbone, mais aussi dans le transport de nombreux autres éléments naturels et anthropiques, comme les métaux lourds, par exemple, et les Persistent Organic Pollutants, POPs. La transformation des paysages nordiques modifie profondément les propriétés physiques et chimiques des rivières qui les parcourent, entre autres par la mobilisation de matières qui étaient auparavant retenues dans le pergélisol et leur influence sur la production primaire des milieux marins de haute latitude est substantielle, avec des apports fluviaux pan-arctiques ayant un impact majeur sur les propriétés chimiques, physiques et biologiques de l'océan Arctique. Et vous en avez ici plusieurs exemples d'études menées et qui documentent ces changements majeurs dans les chaînes alimentaires et la dynamique du fonctionnement des eaux marines de l'océan Arctique. Des études récentes ont démontré que la décharge accrue des matières organiques dans l'océan Arctique et le réchauffement des eaux de surface riches en CO2 sont des processus qui s'intensifient de sorte que l'acidité de l'eau de mer augmente très rapidement et ne peut plus être compensée par la photosynthèse des algues marines. Ces résultats sont inquiétants pour certains types de poissons de l'Arctique, comme par exemple la morue polaire, une espèce majeure de la chaîne alimentaire polaire, et espèces qui sont déjà menacées par les changements climatiques. Les températures élevées prévues devraient pousser la faune arctique à ses limites thermiques, voire au-delà, notamment en ce qui concerne les stades de vie très fragiles. Les lacs sont une caractéristique omniprésente des paysages terrestres arctiques avec une influence importante sur le climat régional,
notamment par leur rôle dans le bilan énergétique de surface et les concentrations de gaz à effet de serre atmosphériques. Environ 24% de la superficie mondiale des lacs se situe entre les latitudes 60 et 69 degrés de latitude nord, et plus que 80% des lacs arctiques sont situés sur du pergélisol continu. Plusieurs lacs de l'Arctique montrent déjà des preuves de changements spectaculaires, incluant à la pointe de l'extrême nord du Canada le lac Wardhand sur l'île d'Ellesmere au Nunavut, abondamment étudié par mon collègue Warwick Vincent. Ce lac disposait d'une couverture de glace épaisse et pérenne dans les années 1950, mais à partir du début du XXIe siècle, son couvert de glace s'est rapidement aminci et la durée des eaux libres s'est de plus en plus allongée. L'augmentation de la température des précipitations dans l'Arctique est en train de modifier les propriétés chimiques et est-ce que j'ai dit physique, chimique et biologique des lacs nordiques. Ces changements peuvent avoir un impact sur les processus biogéochimiques, le cycle des nutriments, les réseaux ou chaînes alimentaires, ainsi que sur les interactions entre les espèces et la biodiversité dans les lacs. Par exemple, la hausse des températures peut modifier le régime thermique des lacs, ce qui peut entraîner un appauvrissement en oxygène et augmenter les apports en nutriments provenant de l'air et des bassins versants. Et si de grandes quantités de nutriments tels que l'azote et le phosphore entrent dans ces lacs, et surtout les petits lacs, ils peuvent déclencher une croissance excessive d'algues, comme vous voyez ici sur la diapo, y compris davantage de prolifération d'algues bleu-vert, appelées les cyanobactéries, et d'autres plantes et micro-organismes aquatiques. Ceci peut entraîner un appauvrissement en oxygène et provoquer la mort des poissons comme l'omble chevalier, par exemple, une espèce très importante pour les Inuits et recommandée pour les femmes enceintes comme nourriture principale parce qu'elle est moins contaminée comme la chair des mammifères terrestres ou marins, ou peut aussi provoquer la mort d'autres organismes aquatiques, à part l'omble chevalier. Ces types de perturbations peuvent entraîner une réaction en chaîne ou en cascade dans tout l'écosystème et peut modifier l'ensemble du réseau d'interaction entre les espèces dans les lacs du Nord, modifiant la biodiversité et également l'accès à la nourriture et à l'eau potable pour les communautés du Nord. Le dégel accéléré du pergélisol et l'avancement de la végétation terrestre vers le nord dans le bassin versant des écosystèmes aquatiques, processus connu aussi sous le terme de verdissement de l'Arctique, et les apports accrus de matière organique et de fer qui en découlent résultent en du brunissement de la couleur de l'eau. Ça devient de l'eau qui ressemble à celle de la couleur de thé. En anglais, on parle aussi de browning ou de la brownification des eaux des lacs. Celle-ci provoque de profonds changements d'état dans les conditions optiques et chimiques des lacs et étangs nordiques, avec des impacts complexes sur la structure de leur communauté aquatique. Les milieux humides et les tourbières sont des écosystèmes terrestres répandus, surtout au milieu subarctique, qui jouent un rôle régulateur important dans le cycle hydrologique par l'écoulement et la rétention de l'eau. Ils sont caractérisés par des conditions gorgées d'eau dans lesquelles l'accumulation de matière végétale au fil du temps conduit à une accumulation de tourbes faisant de ces écosystèmes d'importants puits de carbone,
ainsi contribuant à la régulation du climat mondial par la séquestration et le stockage du carbone. En plus de leur capacité de séquestration du carbone, les tourbières fournissent d'autres services écosystémiques importants en soutenant l'habitat biologique pour de nombreuses espèces en péril et la biodiversité. Des photos espèces menacées, comme vous voyez ici au niveau des plantes carnivores, des oiseaux surtout, et aussi le rat musqué, etc. Et les chercheurs ne savent pas encore exactement comment ces écosystèmes des milieux humides vont réagir au réchauffement accéléré des régions nordiques. Les manifestations des changements climatiques en Arctique au niveau de la biosphère. Les multiples stress imposés par les changements climatiques actuels sont en train d'éroder la résilience des écosystèmes arctiques. En raison des déséquilibres entre les composantes abiotiques et biotiques, les systèmes naturels peuvent atteindre des points de basculement pour ensuite passer très rapidement d'un état à un autre état contrasté. De tels changements soudains peuvent avoir de graves conséquences sur les services écosystémiques, la régulation du climat et les cycles biogéochimiques mondiaux, et aussi la biodiversité. La variabilité de sensibilité des écosystèmes face au réchauffement devrait générer des tendances hétérogènes et complexes de changement de la biodiversité à travers l'espace et le temps, comme montré ici sur la figure, avec 6 composantes biophysiques importantes et montrant une progression vers le nord des limites écologiques terrestres assez hétérogènes. On appelle ces limites écologiques terrestres aussi des écotones. Et la forte différence entre la réponse des écosystèmes terrestres et marins nordiques peut avoir des répercussions sur la dynamique et les interactions entre les organismes. Si on pense seulement à la chouette, je pense, le grand oiseau, la chouette des neiges, c'est correct, c'est le symbole du Québec qui cherche ses proies, pas seulement parmi les mammifères terrestres, mais aussi au niveau de l'océan Arctique, donc dans les eaux marines, au niveau des poissons. Donc, cette espèce-là peut être largement perturbée s'il y a des euh, modifications déphasées entre les milieux terrestres et marins. Et c'est une étude multidisciplinaire récemment menée par une grande équipe de chercheurs du CERN, comme vous voyez ici, et qui laisse prévoir que les systèmes terrestres réagiront à un rythme plus lent que certains systèmes marins proches des seuils critiques. Et ces derniers qui sont principalement régis par des paramètres physico-chimiques des eaux marines. Les changements dans la variabilité et les extrêmes climatiques de l'Arctique affectent le calendrier, aussi appelé la phénologie des événements saisonniers, tels que la floraison des plantes et la migration des animaux. Ceci peut créer un décalage entre la flore et la faune arctique, les plantes pouvant ne pas être disponibles comme source de nourriture au moment où les animaux en ont besoin. Par exemple, si les plantes fleurissent plus tôt en raison des températures plus élevées, mais que les animaux migrent toujours à leur rythme habituel, ils risquent de manquer le pic de disponibilité de ces plantes. Le manque de cohérence dans les temps de réponse entre les composants et à travers la latitude portera probablement atteinte à l'intégrité des écosystèmes nordiques et générera des taux de déplacement de l'aire de répartition hétérogène, ce qui entraînera une reconfiguration des paysages
et des écosystèmes et menacera la survie de beaucoup d'espèces dans l'Arctique. Nous nous sommes rendus à où? Oups, 24 déjà. Donc, par exemple, si les nombreuses espèces d'oiseaux qui traversent les continents au cours de leur migration saisonnière sont affectés par les changements et extrêmes du climat arctique. Selon des estimations, le Nord accueille près de 300 espèces d'oiseaux pendant la saison de reproduction, dont 80% de toutes les oies. Et les oies ne seraient plus en mesure de planifier leur arrivée aussi bien qu'auparavant. Par exemple, la période sans neige s'allonge à mesure que le temps se réchauffe, de sorte qu'en moyenne, la neige fond un mois plus tôt et s'accumule un mois plus tard, et que les précipitations augmentent à l'intérieur de cette période plus longue. Bien que la fenêtre d'opportunité pour se reproduire soit plus large, les précipitations peuvent être un problème majeur pour les oisillons car leur capacité de réguler leur température corporelle est faible. Les changements peuvent également accroître l'abondance des prédateurs. Puis, la qualité de l'herbe, même si plus abondante, ne s'améliorera pas nécessairement alors que le pic de bonne qualité reste étroit. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont l'intensification des effets des changements climatiques dans les régions arctiques entraînera des conséquences néfastes, non seulement pour la faune arctique, mais aussi pour la santé alimentaire et la survie des peuples autochtones. Vous voyez un autre impact que les oies des neiges ont sur les lacs nordiques, notamment une fertilisation par leurs fesses qui sont très abondantes. Donc, mon collègue Gilles Gauthier m'a dit que chaque oie a besoin de faire un petit caca tous les 4 minutes et ça se représente aux alentours de ces lacs. Vous voyez ici, c'est cette couleur de vert éclatant. Donc, ça reflète l'apport massif de nutriments à ces lacs nordiques, ce qui est dû à des effets climatiques, mais aussi, il faut faire attention ici à des effets humains parce que ces oies-là migrent dans, dans leur territoire d'hibernation se trouve bien plus au sud, aux États de New York, New Jersey et plus au sud. Donc, les changements de culture dans le domaine de l'agriculture, les changements de culture, l'abondance et la qualité de nourriture jouent un rôle aussi dans les aires d'hibernation de ces oies et peuvent influencer leur population. Donc, c'est des effets combinés de changement climatique et de contrôle par les humains et aussi via la chasse. Si la chasse est ouverte ou restreinte, ça peut aussi avoir un impact sur l'abondance de ces oies. Mais c'est pour vous montrer comment le Nord change dû à de tels impacts. Les changements climatiques ont un impact significatif sur les mammifères endothermiques marins et terrestres de toute taille de l'Arctique, car ils ont besoin de grandes quantités d'énergie pour maintenir leur température corporelle. La réduction de la glace de mer affecte l'habitat, les sources de nourriture et les schémas de migration de nombreuses espèces de mammifères marins de l'Arctique. Par exemple, les ours polaires dépendent de la glace de mer pour chasser, se reproduire et se reposer. À mesure que la glace de mer arctique fond, ils perdent leur terrain de chasse et sont contraints de parcourir de plus longues distances pour trouver de la nourriture, ce qui peut entraîner une augmentation des dépenses énergétiques et une réduction du succès de la reproduction. Les morses dépendent également de la glace de mer comme plateforme de repos
et habitats de recherche de nourriture. Et avec le recul de la glace de mer, ils sont contraints de s'échouer en grand nombre sur la terre ferme, ce qui peut entraîner une surpopulation, un stress accru et même des bousculades. L'impact des changements climatiques sur les populations de mammifères marins de l'Arctique a généralement de graves conséquences pour les peuples indigènes qui dépendent fortement de ces animaux pour leur subsistance et leurs activités culturelles. Ils chassent par exemple la baleine boréale, qui est une source importante de nourriture et d'identité culturelle. Les changements climatiques peuvent avoir un impact sur les routes de migration et la taille de la population de ces baleines, ce qui peut affecter la disponibilité de cette ressource importante pour ces communautés. La réduction de la glace de mer affecte également la disponibilité d'autres mammifères marins tels que les morses et les phoques, qui sont également des sources importantes de nourriture et de matériaux traditionnels pour les communautés autochtones. Les changements climatiques ont également un impact significatif sur les mammifères terrestres de l'Arctique car ils entraînent une modification rapide de leurs habitats et une raréfaction de leurs sources de nourriture. Cela peut entraîner une famine et un déclin des populations de renards polaires et de caribous et rennes, par exemple. En outre, le réchauffement de l'Arctique peut modifier les schémas migratoires et les cycles de reproduction de ces animaux. Par exemple, comme la couverture neigeuse fond plus tôt dans l'année, les renards polaires ont plus de mal à trouver de la nourriture, surtout les lemmings, car ils dépendent de petits rongeurs qui vivent sous la neige. Et les conditions de neige peuvent changer aussi dû à une augmentation des précipitations liquides dans l'Arctique, ce qui peut mener à la formation de plus de couches de glace dans les dépôts de neige, ce qui rend difficile ou même impossible euh, la, la recherche à la nourriture des rennes et des caribous. Les températures plus chaudes et les changements dans les précipitations provoquent des changements dans la végétation dont les caribous et les rennes dépendent pour se nourrir, et ce qui entraîne des changements dans leur schéma migratoire et des déclins de population. Des études récentes ont mis en évidence la sensibilité des maladies ou épidémies au réchauffement climatique qui est particulièrement prononcée dans l'Arctique et facilite la propagation vers le nord de maladies infectieuses dans des régions éloignées. La hausse des températures dans l'Arctique a entraîné la fonte du pergélisol, ce qui a permis à des agents pathogènes tels que le Bacillus anthracis, la bactérie qui cause l'anthrax, de refaire surface à partir d'anciens sites d'enfouissement comme des cimetières ou de carcasses d'animaux gelés depuis des décennies, voire des siècles. Comme vous voyez ici, des mammouths fossilisés dans du pergélisol. Cela signifie qu'il existe désormais un risque accru d'épidémie dans l'Arctique. En outre, le changement climatique a également entraîné des modifications dans la distribution et l'abondance de nombreuses maladies à transmission vectorielle propagées par les tiques et les moustiques. Et vous en avez vu plusieurs exemples ici. Et avec l'augmentation des températures et des précipitations dans l'Arctique, ces maladies devraient devenir plus courantes, comme la maladie du charbon ou la fièvre charbonneuse, qui a tué des milliers de rennes et touché des dizaines d'êtres humains dans la péninsule de Yamal, au nord-ouest de la Sibérie, en 2016, comme montré ici par les médias. Ça a fait le tour du monde et les chercheurs l'ont donc attribué à un été extrêmement chaud en Sibérie.
Il a été démontré que les épidémies de vibriose dans les coquillages causées par la bactérie Vibrio sont en corrélation avec les vagues de chaleur dans l'Arctique, en particulier lorsque la température de la surface de mer augmente. Les températures les plus chaudes entraînent également une augmentation des proliférations d'algues nuisibles qui peuvent contaminer les fruits de mer avec les toxines susceptibles de provoquer des maladies chez les humains. Dans l'ensemble, l'impact des changements climatiques sur les maladies infectieuses est une question complexe et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement leurs effets. Cependant, il est clairement établi par les chercheurs que le réchauffement dans le Nord y entraîne l'émergence et la propagation de maladies infectieuses et il est important de s'attaquer à ce problème afin de protéger la santé et l'alimentation des peuples autochtones vivant dans la région. Maintenant, c'est la dernière partie, Laurier. Encore, est-ce que ce sera possible encore une dizaine de minutes ou est-ce que ça pose un problème? Non, 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 mais non, allez, vas-y, Reinhard, parce que, disons, c'est sur les humains, là, ça, c'est très important. Oui, oui, c'est ça. C'est un aspect très important. Bien sûr, les conséquences des changements climatiques pour les peuples autochtones qui vivent dans l'Arctique et ces peuples indigènes vivent dans des régions froides de l'Arctique depuis des millénaires. Ils s'appellent aussi les Premières Nations, bien sûr, pour de bonnes raisons. Bon nombre de leurs pratiques culturelles exigent la libre circulation sur la glace des rivières, des lacs et de la banquise pour être en mesure de pratiquer la chasse et la pêche de subsistance. Il existe des liens étroits et vitaux avec la faune, la flore et d'autres caractéristiques naturelles de leur milieu de vie. Et ces cultures autochtones ont fait preuve d'une énorme résilience face aux changements majeurs passés et présents, mais le réchauffement climatique a été aggravé par d'autres facteurs de stress, tels que les développements technologiques rapides et les problèmes de santé mettant désormais à rude épreuve la résilience des gens. J'ai juste mentionné l'arrivée de la fibre optique à Iqaluit il y a quelques années. C'est vraiment hallucinant la progression des hautes technologies vers le nord et dans les villages inuits. Et en ce qui concerne les défis auxquels les populations autochtones seront de plus en plus confrontées dans le contexte du réchauffement rapide, un sujet ressort prédominant dans toutes les régions. Et ça, c'est l'augmentation de la variabilité et de l'imprévisibilité des conditions météorologiques. Les chasseurs expérimentés et les personnes aînées de l'Arctique se disent préoccupés par le fait qu'ils ne peuvent plus prédire le temps comme avant, car le temps change plus rapidement et de manière inattendue. Les habitants de l'Arctique reconnaissent que le climat est intrinsèquement variable. Il y a un ouvrage très intéressant que vous voyez ici à la gauche, The Earth is Fast Now, qui décrit exactement ce phénomène-là de la grande variabilité et imprévisibilité de la météo. Les changements environnementaux se font ressentir dans nombreux aspects de la vie quotidienne des peuples indigènes et menacent leur patrimoine culturel, comme les connaissances et les pratiques traditionnelles transmises d'une génération à l'autre. Dans une étude systématique de connaissances sur les effets des changements climatiques sur la santé mentale des peuples autochtones du Nord circumpolaire, le fait d'être sur la Terre a été identifié comme un déterminant essentiel du bien-être. Et les effets immédiats des changements climatiques se traduisent surtout par une mobilité réduite et des moyens de subsistance perturbés.
J'ai souvent, lorsque j'étais dans le village avec les Inuits, entendu qu'ils se sentent à l'été plutôt emprisonnés. Ils ont beaucoup moins de terrain à parcourir parce que les lacs, les rivières sont libres, les eaux sont libres, sont à l'état liquide. À l'hiver, ils ont plus grand terrain de chasse sur les lacs, les rivières et aussi sur la banquise. Donc, si on leur enlève ces conditions traditionnelles de survie, c'est vraiment assez grave. Et les effets sur la santé mentale ont également été ressentis à travers les changements de culture et d'identité, l'insécurité alimentaire, le stress et les conflits interpersonnels et les problèmes de logement qui sont criants. Il est essentiel de comprendre les risques pour la santé mentale liés au climat dans l'Arctique afin de mieux identifier les groupes vulnérables et de favoriser la résilience. Il faut donc préconiser des politiques sensibles au patrimoine culturel et à la relation entre climat et la santé mentale. Il est important que nous travaillions ensemble pour relever ces défis et aider ces communautés à s'adapter aux changements déjà en cours. À travers mon exposé, j'ai essayé de montrer que les changements climatiques entraînent des répercussions importantes sur les services écosystémiques, la qualité et la sécurité alimentaire des populations autochtones de l'Arctique. La fonte de la glace de mer est un exemple de la manière dont le réchauffement climatique affecte la qualité et la sécurité alimentaire des populations indigènes de l'Arctique. Elle réduit la disponibilité des mammifères marins tels que les phoques, les morses et les narvals, qui sont d'importantes sources de nutriments et de protéines dans leur régime alimentaire. Cela implique Cela limite non seulement l'accès à la nourriture, mais augmente également le risque de consommer des aliments transformés et moins sains en provenance du Sud. La hausse des températures facilite le dégel du pergélisol, ce qui peut conduire à l'instabilité et à l'érosion des sols, ainsi qu'à des changements dans la disponibilité et la distribution des ressources renouvelables telles que le poisson, la faune et la flore, qui sont essentielles à l'alimentation traditionnelle des communautés indigènes. Et l'acidification et l'augmentation de la fréquence et l'intensité des floraisons d'algues toxiques contribuent à une diminution de la qualité de l'eau potable dans une grande majorité des communautés autochtones qui n'utilisent que les eaux de surface comme eau potable. Et voici une des grandes initiatives de recherche qui s'adresse au problème de la sécurité alimentaire au nord et qui étudie le changement au niveau de la composition, de l'abondance, de la qualité des ressources marines et aussi étudie l'accessibilité de ces ressources de ressources alternatives et finalement donne des avis d'adaptation aux peuples autochtones pour avoir accès à une nourriture de meilleure qualité. Voici donc un tel exemple d'une telle étude, d'une initiative de recherche majeure menée. Et voici un exemple d'un autre programme de recherche, mais celui-ci focusé sur la santé mentale des collectivités du Nord, qui est affectée de multiples façons par les changements climatiques dans l'Arctique. Par exemple, l'évolution des conditions de glace et météorologiques soulève d'énormes risques de voyage et transport, y compris via les routes traditionnelles sur les glaces côtières, les rivières et les lacs.
La configuration changeante et de plus en plus imprévisible des glaces affecte également la sécurité alimentaire en limitant l'accès à certains habitats fauniques clés et terrains de chasse-pêche, trapage vitaux pour les communautés. De plus, la perte de stabilité du pergélisol ainsi que les effets des avalanches et inondations entraînent une augmentation des menaces et défis pour la construction et l'entretien des infrastructures municipales. Et je pense là surtout à cette perte de nombreuses de vies à l'école de Kangiksua-Lujuak au Nunavik en 1999. La concordance de multiples stress liés au climat peut également susciter de fortes émotions et réactions telles que la colère, la tristesse, le désespoir, la frustration, l'anxiété et la dépression. Et les chercheurs experts décrivent cette combinaison d'émotions comme une expression de chagrin dû aux pertes, ou appelée aussi chagrin écologique. En conséquence, les communautés autochtones de l'Arctique éprouvent un degré élevé de chagrin et désespoir résultant de pertes écologiques physiques et de services écosystémiques, de pertes de savoir traditionnel et résultant en une érosion de l'autorité des personnes aînées, ainsi que les pertes anticipées par les futurs changements climatiques rapides. C'est pourquoi les organisations autochtones, les municipalités et organismes nationaux et internationaux demandent l'élaboration et la mise en place de politiques supportant la résilience locale face aux nombreux défis émergents dans le contexte des changements climatiques. Les connaissances et les perspectives indigènes constituent une base sur laquelle les individus, les communautés et les régions peuvent concevoir des réponses et prendre des mesures. D'autres informations et expertises sont également essentielles à ce processus et les approches collaboratives sont donc les plus susceptibles d'être efficaces pour identifier et relever les défis et les opportunités posées par les changements climatiques. Randall Tetlichi, un chef Gwich'in Vuntut de Old Crow dans les territoires du Yukon, a parlé de la nécessité de s'appuyer sur les connaissances scientifiques et traditionnelles comme d'un besoin de double compréhension. Pour les peuples de l'Arctique, dont l'avenir est en jeu, la capacité de faire des choix et des ajustements est une question de survie à laquelle toutes les ressources disponibles doivent être consacrées. Et je vais terminer avec Sheila Watt-Cloutier dans son ouvrage Le droit au froid. Cette activiste environnementale et ancienne chef du Conseil circumpolaire inuit présente le point de vue éthique que les risques et les effets des changements climatiques anthropiques constituent une problématique à laquelle nous sommes tous inextricablement liés sur la planète. Et selon elle, il s'agit d'une violation des droits de l'homme et des habitants du Nord, notamment des droits des chasseurs inuits sur les neiges et glaces des paysages nordiques. À l'heure d'un réchauffement de l'Arctique avancé et des changements profonds associés, il semble que la question de la survie de la vie arctique est devenue une question pour la santé de la planète et le bien-être de l'humanité entière. Et avec cela, je vais vous remercier pour votre patience et attention